Et si un pays africain, meurtri par des décennies de famine et de dépendance, décidait enfin de se lever? Non pas pour tendre la main vers les cargaisons de riz importés, mais pour planter, irriguer et récolter lui-même. Ce En el pays, corazón c'est de le África Burkina Occidental, Faso, cœur Burkina battant du Faso, Sahel, un où país les chiffres frecuentemente parlent plus asociado con fort que les caminos discours. polvorientos y una Plus imagen de persistente de su 2,7 millions de citoyens souffrent aujourd'hui de faim aiguë et 42 000 se trouvent déjà au seuil de la famine. Dans un Sahel en crise, chaque goutte d'eau, chaque hectare cultivable est une question de survie. Face à ce désastre silencieux, un homme incarne la rupture, Ibrahim Traoré. Pas un dirigeant enfermé dans un palais, mais un capitaine qui marche la poussière rouge aux pieds et qui regarde ses paysans dans les yeux en disant « Nous n'attendrons plus que d'autres nourrissent pour nos enfants ». Ce récit n'est pas une fable, c'est l'histoire d'une guerre pacifique pour la souveraineté alimentaire, où l'eau devient arme et symbole. Si vous croyez que l'Afrique doit écrire elle-même son destin, restez jusqu'au bout. In Le the heart Burkina of Faso, Ouagadougou, pays a enclavé city au cœur buzzing du with Sahel, dynamic connaît growth depuis and plusieurs youthful décennies energy. une crise alimentaire chronique, aggravée par le changement climatique et l'instabilité politique. Selon les données les plus récentes, plus de 2,7 millions de Burkinabés sont en situation d'insécurité alimentaire sévère, dont 42 000 au bord de la famine. Les sécheresses répétées et la mauvaise gestion historique des ressources hydriques ont transformé de vastes zones agricoles en terres stériles. Face à cette situation, le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré a lancé un programme ambitieux de maîtrise de l'eau. Le projet phare, le canal de Bama, destiné à irriguer des milliers d'hectares et à assurer plusieurs récoltes par an. L'initiative a été saluée comme un tournant majeur, car elle marque la volonté du Burkina Faso de rompre avec la dépendance envers les aides alimentaires internationales. L'inauguration du canal a réuni paysans, ingénieurs et responsables politiques. Les premières mises en eau ont montré un potentiel énorme pour revitaliser l'agriculture locale, améliorer les rendements et stabiliser l'économie rurale. Mais ce succès technique n'est que le début. Derrière chaque mètre cube d'eau se cache une bataille pour l'indépendance économique et la dignité nationale. Mais ce n'était là que la surface visible d'un changement beaucoup plus profond. Le jour de l'inauguration du Grand Canal de Bama, le ciel du Burkina Faso semblait plus clair. Des centaines de villageois, venus parfois de plusieurs dizaines de kilomètres, se pressaient le long des berges nouvelles, attendant de voir l'eau couler pour la première fois. Ibrahim Traoré, debout sur un talus, la main levée, ne lisait pas un discours préparé. Il parlait avec la voix d'un homme qui sait que chaque minute compte. Cette eau n'appartient pas à un parti, ni à un gouvernement. Elle appartient à ceux qui la font couler et à ceux qui la boivent. Quand les vannes s'ouvrirent, un murmure parcourut la foule. L'eau jaillit, se faufilant entre les sillons vers les champs assoiffés. Les femmes poussaient des youyous, les enfants couraient pieds nus le long du canal, éclaboussés par la promesse d'une récolte à venir. Ce moment était bien plus qu'un geste technique. C'était une rupture symbolique avec des décennies de dépendance. Chaque goutte qui roulait dans le canal emportait avec elle une part de la résignation accumulée. Le projet agricole n'était plus seulement une réponse à la faim, il devenait un acte de souveraineté. La nouvelle se répandit vite. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, on parlait du canal de la dignité. Les radios locales diffusaient en boucle les images de l'eau qui avançait comme une armée silencieuse sur la terre rouge. À l'étranger, les réactions furent contrastées. Dans plusieurs bulletins Africa News, on saluait un modèle africain d'autosuffisance. Des éditorialistes au Mali et au Niger voyaient en Ibrahim Traoré un exemple à suivre pour briser la dépendance économique. Mais d'autres voix, plus prudentes, s'élevaient. Certains bailleurs internationaux craignaient un isolement dangereux du Burkina Faso en refusant certaines formes d'aide étrangère.
Dans certaines chancelleries occidentales, le ton se faisait inquiet. Un dirigeant qui contrôle son eau et sa nourriture contrôle aussi son discours. Et cela peut inspirer au-delà des frontières. À l'intérieur du pays, la popularité de Traoré atteignait un sommet. Les habitants voyaient dans ce projet non pas une promesse de plus, mais une réalisation concrète, visible, palpable. Pourtant, derrière l'enthousiasme, un défi restait entier. Transformer cet élan en une politique agricole durable, capable de résister aux sécheresses futures et aux pressions extérieures. La mise en service du canal de Bama eut un effet domino sur la société burkinabé. Dans les zones rurales, les récoltes commencèrent à montrer des signes tangibles d'amélioration. Les familles, autrefois contraintes de réduire leurs repas, purent à nouveau envisager 3 repas par jour. Les marchés locaux se remplirent de maïs, de sorgho et de légumes cultivés sur place, réduisant la dépendance aux importations coûteuses. Mais les effets ne furent pas seulement économiques. Socialement, l'initiative renforça le tissu communautaire. Les coopératives agricoles se multiplièrent, permettant aux petits producteurs de mutualiser leurs ressources et leurs connaissances. Les jeunes, qui auparavant quittaient massivement les villages pour chercher du travail en ville ou à l'étranger, commencèrent à revenir, attirés par les opportunités agricoles. Sur le plan politique, ce succès renforça considérablement la légitimité d'Ibrahim Traoré. Ses opposants, qui critiquaient son manque d'expérience, durent admettre que le projet représentait une avancée concrète. Les rassemblements publics prirent une tournure plus militante. On ne se contentait plus de soutenir le chef d'État, on défendait une vision. Cependant, cette montée en puissance ne fut pas sans conséquences. Certains acteurs politiques, internes et externes, virent dans cette autonomie croissante une menace pour leurs intérêts. Des campagnes de désinformation émergèrent, cherchant à discréditer les résultats du projet. Malgré cela, la base populaire de Traoré demeurait solide, galvanisée par la conviction que le Burkina Faso avançait vers une véritable souveraineté. En France, le projet du canal de Bama suscita des réactions partagées. Dans certains médias proches des milieux diplomatiques, on saluait un sursaut d'initiative africaine, capable de démontrer que le Sahel n'était pas condamné à l'assistanat. Mais dans d'autres cercles, plus attachés aux anciens schémas de coopération, la démarche de Ibrahim Traoré était perçue comme un signe d'éloignement préoccupant de Ouagadougou vis-à-vis de Paris. Les chancelleries européennes observaient avec prudence. L'autonomie alimentaire et la maîtrise de l'eau sont des leviers puissants, capables de redessiner les rapports de force. Pour certains stratèges, un Burkina Faso autosuffisant pouvait entraîner un effet domino, poussant d'autres nations à réduire leur dépendance économique et politique. Sur le continent africain, en revanche, l'élan de sympathie fut massif. Au Mali, au Niger et jusqu'en Éthiopie, des voix s'élevèrent pour saluer une victoire africaine, symbole d'une souveraineté retrouvée. Les réseaux sociaux africains regorgeaient d'images et de hashtags comparant Traoré à des figures historiques de libération. Dans les salles feutrées de certaines organisations internationales, cette popularité montante inquiétait. Un dirigeant capable d'inspirer la jeunesse africaine tout en réduisant la dépendance financière est un acteur difficile à influencer. Ainsi, au-delà de ces kilomètres de canaux, le projet de Bama devenait un outil diplomatique, transformant l'image du Burkina Faso sur la scène mondiale, d'un pays fragile à un pays maître de ses ressources et de ses choix. Alors que le canal de Bama venait à peine de démontrer son efficacité, un événement inattendu changea l'échelle du projet. Une délégation agricole du Mali, voisine et alliée récente, visita les infrastructures. Impressionnée par la rapidité et l'ampleur des résultats,
Ils proposèrent à Ibrahim Traoré un accord inédit: mettre en commun les savoir-faire et les ressources pour créer un réseau transfrontalier d'irrigation couvrant une partie du Sahel central. Ce n'était pas seulement un projet technique. Pour la première fois, deux pays de la région envisageaient de partager volontairement la gestion de l'eau sans passer par les grandes institutions financières internationales. Un geste audacieux, car il signifiait contourner des décennies de dépendance aux bailleurs traditionnels. La nouvelle se répandit rapidement. Les images de Traoré et de ses homologues maliens signant un protocole d'accord circulèrent sur les réseaux sociaux africains. Les commentaires parlaient un nouveau front pour la souveraineté africaine. Mais ce partenariat transfrontalier inquiétait aussi. Dans certaines capitales occidentales, on craignait que cette coopération ne devienne le socle d'un bloc politique plus large, capable de peser sur les décisions régionales en matière de sécurité, d'économie et de diplomatie. En interne, ce tournant renforça l'idée que le Burkina Faso n'était plus un acteur isolé, mais une pierre angulaire d'un mouvement régional. Les paysans, eux, y voyaient surtout la promesse d'un marché élargi et de nouvelles techniques agricoles pour sécuriser leurs récoltes. C'est dans ce contexte que survint un autre moment marquant. Lors du sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, Ibrahim Traoré fut invité à prendre la parole en séance plénière. Sa présence n'était pas prévue comme un temps fort, jusqu'à ce qu'il commence à parler. Sans note, il dressa un tableau implacable. Nous avons laissé nos fleuves être mesurés, nos sols être cartographiés et nos récoltes être négociées ailleurs que chez nous. Nous avons accepté l'aide comme on accepte un verdict. Aujourd'hui, nous disons que le verdict est nul. Le silence qui suivit fut lourd. Puis, un à un, plusieurs chefs d'État se levèrent pour l'applaudir. Ce geste, rare dans une enceinte où les convenances priment sur l'émotion, marqua un basculement. Les médias africains relayèrent massivement cet instant, présentant Traoré comme la voix d'une Afrique décidée à se réapproprier ses ressources. Dans plusieurs pays, des associations étudiantes organisèrent des débats autour de ces propositions. À l'international, le discours fut disséqué. Certains analystes européens y virent un signe clair de la fin d'un certain ordre post-colonial dans la région. Des experts en relations internationales notèrent que le contrôle de l'eau et de la production agricole pourrait bientôt devenir un levier géopolitique majeur pour le Burkina Faso et ses alliés. Ce jour-là, Traoré n'était plus seulement le chef d'un État en crise. Il devint, aux yeux de beaucoup, un symbole, celui d'un continent qui ne demande plus la permission pour survivre, mais qui prend la parole et agit. Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus seulement une carte sur laquelle on pointe un pays du Sahel. C'est un exemple vivant que la dignité ne se mendie pas, elle se construit. Les champs de Bama nourrissent désormais des milliers de familles. Et les jeunes, hier tentés par l'exil, plantent des graines en sachant qu'elles pousseront sur leur propre sol. Les canaux ne sont pas seulement des ouvrages d'ingénierie, ce sont des lignes de vie, reliant passé et futur, mémoire et espoir. Là où régnait la faim et la résignation, on entend aujourd'hui le bruit de l'eau et les rires des enfants. Ibrahim Traoré, en rappelant que nous ne demandons pas la permission pour être libres, nous nous levons pour la prendre, a tracé une route que d'autres suivront. Si cette histoire résonne en vous, partagez-la. Faites-la voyager au-delà des frontières, là où l'on croit encore qu'un peuple dépendant peut être un peuple libre. Dieu bénisse l'Afrique.